Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine, comme toujours, de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu et qu'est-ce que t'as fait de ta semaine ? Bonjour à tous, bonjour Kira. 71e émission et j'ai toujours pas noté ce que j'ai fait cette semaine, j'ai oublié. C'est vrai que d'habitude on se... Je t'avoue que moi aussi. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? J'ai vu Dune 2. Quand même. Événement marquant, voilà, Dune 2. Je suis sur un petit jeu indépendant français aussi, dont je parlerai lors d'une news d'ailleurs, une news d'aujourd'hui. Donc vraiment un jeu pas piqué des hannetons, Kira, comme on dirait dans le métier. Et sinon, grosse hype Final Fantasy VII forcément, donc je suis sur le Rebirth et ça vous le savez. Mais en même temps, je lis le livre de Sœur d'édition sur le remake, qui me permet en même temps de me refaire... le remake en tête parce que voilà, il y aura une double chronique sur FF7. Donc écoute, une semaine assez chargée quand même en gaming. Productive. Ouais, exactement. Et toi ? Alors moi cette semaine, j'ai pas énormément joué, j'ai fait mon jeu de la semaine, non sans mal, donc vous verrez, je tease un peu ma chronique, mais vous verrez tout à l'heure. J'ai vu Dune 2 bien sûr, 2 fois, c'était fantastique. D'ailleurs, un peu de teasing, je vous prépare des sujets hors sujet sur le sujet, donc ça devrait arriver prochainement. Je me suis appliqué, j'ai fait un truc assez dense, donc vous allez voir, je vais vous faire aimer l'univers de Frank Herbert, que j'adore et qui m'a vraiment... touché, on va dire. Et pour l'instant, c'est mon film de 2024 et je pense que ça sera mon film de 2024. Et sinon, j'ai joué un petit peu également... J'ai fait la démo de Princess Peach, j'en avais parlé la dernière fois, mais j'ai continué un jeu sur Switch qui sera mon prochain test, donc je ne vais pas vous dire lequel encore pour l'instant, mais que j'ai quasiment terminé, j'en vois le bout, je suis à la toute fin en tout cas. Donc voilà, j'alterne entre des films, des séries, et puis la Switch en tout cas, sur ce jeu. Ce sera ton premier jeu Switch, je crois, non ? Ça sera mon premier jeu Switch, tout à fait, et ce qui est marrant, c'est que, je vais un peu spoiler, mais c'était mon premier jeu GameCube n'en dis pas plus. Donc là, il y a une certaine filiation. Qu'est-ce qu'on a prévu de beau cette semaine ? Bon, une semaine assez pauvre en actualité, et comme on s'est toujours dit à la taverne, on va pas se forcer à traiter des sujets s'il y a rien qui nous inspire, mais quand même t'as trouvé 2 actualités sur des jeux que tu aimes bien, donc Ghost Recon et Prince of Persia, et moi je vais vous débriefer la cérémonie des Pégases. Quand même, c'est un événement français en lien avec le jeu vidéo, et je voulais un petit peu en parler. Sur le jeu, donc ce sera Brothers A Tales of Two Sons, en chronique de la semaine que tu vas nous faire, Kira. Et je termine sur un hors-sujet, sur un podcast, dans un podcast. Donc attention, Psychomantis m'a formé sur la question. Mais en tout cas, ce sera une chronique vraiment assez originale. Donc on espère que cet épisode vous plaira comme tous les autres, Kira. C'est sûr, ça va plaire. Mais en tout cas, ça me plaît déjà d'avance. C'est parti pour le générique et on attaque avec la première news. Allez. Il y a du nouveau chez Tom Clancy et principalement dans la licence Ghost Recon. Donc, tu le sais maintenant depuis un certain temps, vous le savez tous, je suis un grand fan de cette licence. Ghost Recon Wildlands pour moi est quand même le meilleur jeu Ghost Recon qui est sorti dernièrement. On a d'ailleurs fait un hors-sujet sur l'univers de Tom Clancy, un hors-sujet du moins hors-série, sur la saga Splinter Cell avec un invité. Oui. D'ailleurs, je vous conseille d'aller l'écouter si jamais vous ne l'avez pas entendu. On parle un petit peu de Ghost Recon dedans justement. Mais là, du coup, ce que je voulais, c'était parler des dernières rumeurs qui venaient de Kotaku en fait. Donc le nouveau Ghost Recon, actuellement connu sous le nom de projet Over, promet de transporter les joueurs dans une guerre fictive intense appelée la guerre de Naiman en fait. C'est développé par Ubisoft Paris, donc c'est toujours un jeu de tir tactique militarisé, bien sûr, basé sur une escouade et le jeu serait plus proche de Ghost Recon Wildlands que de Ghost Recon Breakpoint. Donc ça, pour moi, déjà, c'est un grand point positif. J'ai quand même préféré vraiment le Wildlands au Breakpoint. Cependant, ce qui attire l'attention, ce sont certaines missions dites controversées qui sembleraient pousser les limites du contenu sombre et mature. Une mission en particulier a fuité où l'escouade est confrontée à un homme tenant un bébé soupçonné de cacher une bombe. Des choix moraux difficiles et des graphismes, on va dire, plus photoréalistes sont au cœur de ce nouveau chapitre de la franchise, et beaucoup de personnes se demandent si c'est nécessaire de montrer ce type de contenu dans un jeu vidéo. Rappelle-toi de ce qui s'était passé avec Call of Duty 2 à l'époque,
où on était dans un aéroport, on était avec des terroristes en fait et on devait tirer sur des civils parce que c'était la mission, on n'avait pas le choix, on était sous couverture. Et c'est vrai que ça avait défié la chronique à l'époque et là ça commence à prendre le même chemin. En tout cas, ce qu'on peut dire également, c'est que la date de sortie a été annoncée pour l'année fiscale 2025-2026, donc ce qui somme toute relativement proche, mais ça laisse encore du temps aux équipes de développement. Donc après on va voir ce que ça va donner. Ce que j'espère, c'est que pour aborder ce genre de thématique, en fait, Ubisoft ne va pas faire, on va dire, du grand spectacle. En tout cas, ce genre de propos est quand même assez dense, assez touchy. Et si c'est pour... En fait, ce que j'ai pas envie, c'est qu'ils banalisent ce genre de choses pour le rendre fun. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je voudrais, c'est que ce soit quelque chose de plus nuancé pour montrer vraiment le côté horreur de la guerre, en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ubisoft n'a pas encore confirmé ces détails, donc on reste encore dans le domaine de la rumeur. Après, Kotaku reste quand même un média fiable, donc à voir ce que ça va donner. Moi, je pense qu'on peut, après, vraiment, avis très personnel, hein, mais je pense qu'on peut tout montrer, que ce soit dans du jeu vidéo ou du cinéma, à condition que le public en soit averti, et c'est surtout souvent une question de ton, comme tu le dis. Exactement. S'ils font du grand spectacle avec des choses qui réclament plutôt de la sobriété, de la tension, de la lourdeur parce que le propos est lourd, ça peut être dissonant. Moi, enfin vraiment, encore une fois, je suis plutôt partisan de le jeu vidéo est un art, c'est un média, il est là aussi pour véhiculer des messages, véhiculer pas que du fun, pas que du ludique. Donc, si c'est bien dosé, si c'est bien fait avec le bon ton, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de censurer ou de rétro-pédaler, sachant qu'on a des licences qui font ça très très bien. Je ne suis pas le spécialiste, mais je pense évidemment à GTA, qui est souvent une satire ou qui sait mettre le doigt sur ce qui fait mal dans notre société. Donc, en tout cas, c'est chouette, je suis content. En plus, c'est le studio parisien du coup d'Ubisoft, de ce que tu dis. Donc, ouais, ça donne envie quand même de voir s'ils vont aller au bout de cette démarche, si la rumeur se confirme évidemment, et s'ils osent aller jusqu'au bout, mais ça peut être intéressant. Après, moi, j'aimerais bien qu'ils utilisent un peu le même point de vue qu'avait fait un vieux jeu qui était sorti à l'époque sur 360 et PS3, ça s'appelait Spec Ops The Line, qui était un jeu qui parlait des traumatismes de la guerre et de l'horreur de la guerre, et c'est vrai que le jeu prenait un peu le joueur à contre-pied, c'est-à-dire tu commençais avec un jeu un peu fun à la Gears of War, où tu tirais sur des... ça se passait à Dubaï, où tu tirais sur des terroristes, et puis d'un coup le jeu il twistait en fait, tu vois, et tu te retrouvais avec des choix vraiment cornéliens, un certain réalisme prenant, et j'espère en tout cas que le ton du jeu serait plus de dans ce sens-là, plutôt qu'un Far Cry, tu vois. Ouais, carrément. Tu vois, je veux pas qu'on me sorte cool, un lance-flamme, j'en ai jamais eu, et que le mec il crame 200 mecs. Enfin non, c'est pas ce que je recherche en tout cas avec ce genre de propos, surtout quand on voit le détail de la scène en tout cas. Ouais, ce serait intéressant de voir l'évolution de ce jeu du coup en termes de scénario, en termes de prise de position, mais en tout cas, ça inaugure du bon, surtout que le jeu vidéo sert aussi à véhiculer des émotions fortes dans ces moments-là, je pense. Donc, quand plus les thèmes sont difficiles ou durs, plus ça peut véhiculer des émotions aux joueurs. Donc, ouais. Des messages. Donc, écoute, à voir. En tout cas, ce sera surtout toi qui vas t'en occuper de ce jeu quand il sortira, je pense, parce que ouais, moi, c'est pas une licence, j'y ai jamais joué, j'avoue. Donc, en tout cas, je suivrai ça de près. Bon Kira, faisons la fête, sortons nos coupes de champagne avec modération bien sûr, mais on va parler de la cérémonie des... C'est la fête. On aurait dû faire des bruits de cotillon derrière, peut-être que je vais en mettre d'ailleurs. Non, la cérémonie des Pégases 2024. Après moi j'avoue, mais je l'avais dit un peu au Game Awards, mais je suis toujours assez friand de tout ce qui est cérémonie, un peu festif comme ça. Bon, je trouve que c'est un moment... toujours un petit peu sympa. Et les Pégases, en plus, l'intérêt, c'est que ça met en avant le jeu vidéo français, de développeurs et studios français. Donc ça, pour le coup, en termes d'initiative, Kira, plutôt chouette quand même. C'est clair, ça se pose là. Donc les Pégases, c'était le 7 mars 2024. Donc j'en parle qu'aujourd'hui, enfin vous aurez le podcast le 18, on enregistre le 16, mais j'ai galéré à trouver de rediffusion. En fait, j'en ai tout simplement pas trouvé. J'ai trouvé des débriefs de la cérémonie, mais jamais de rediffusion. Donc, je sais pas, peut-être que c'était interdit, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai juste vu des débriefs du coup. Donc, où le but était de remettre les Pégases. Enfin, c'est comme les Oscars, ou... mince, c'est quoi l'autre truc? Les Césars. Les Césars, oui, ou même le Summer Game Fest. Pas le Summer Game Fest, les Game Awards. Oui, les Game Awards, version française, quoi. Okay. Donc rappelons le Pégase, petit cheval ailé volant divin, hérité de la mythologie grecque. Non, je vais pas vous faire un cours sur la mythologie grecque, mais petite anecdote quand même. Le meilleur personnage du dessin animé Hercule. Et je pense que tout le monde ne le sait pas,
Kira, mais les parents de Pégase, c'est Poséidon et la méduse Gorgone. Donc ça a fait quand même, tu mets les deux ensemble et ça a pondu quand même Pégase. Un Pégase. Voilà, sachez-le dans la mythologie grecque, ils sont un peu farfelus. Mais en France, on aime bien tout ce qui a trait à la mythologie, puisqu'on a l'Élysée, la tour Montparnasse, enfin tout plein de références à la mythologie grecque, qu'on adore tous les deux d'ailleurs, Kira, la mythologie grecque. Exactement. Grand fan. Big up à Titan Quest, un jeu que j'adore, que je préfère même à Diablo, c'est pour dire. C'est vrai. Très grand jeu, tu m'en parles souvent. Ouais, je l'adore vraiment. Et que tu aimerais bien voir revenir d'ailleurs. Et oui, il y a des rumeurs là-dessus et j'avoue que j'aimerais beaucoup. Donc les Pégases, ils ont déjà, c'est la quatrième, enfin c'est 2019, donc 5 cérémonies déjà. Donc en gagnant, il y avait eu A Plague Tale, Requiem, Innocence, je sais plus trop, un des deux ou peut-être les deux même. Il y avait eu du Dead Cells de récompensé, Deathloop, enfin plein de très grands jeux. Il y a eu Stray aussi que j'adore, moi, un jeu que j'aime beaucoup. Une de tes premières chroniques d'ailleurs. Ouais, mais je l'aime trop, franchement, ce jeu, j'ai envie d'y retourner régulièrement. Donc, roulement de tambour, on va aller directement dans le vif du sujet. Le jeu qui a gagné le prix du meilleur jeu vidéo et aussi 3 titres en tout, c'est Chants of Scénar, Kira, que tu as testé, que tu as fait en chronique dans l'émission je sais plus combien, qui était un jeu un peu un ovni quand même, ce jeu. C'est ça que j'avais conseillé d'ailleurs que ça soit dans les écoles pour pouvoir expliquer la tolérance aux gens d'ailleurs. Je sais pas si je me souviens, t'avais dit que c'était mon GOTY, un de mes GOTY l'année dernière. Ouais, ton GOTY indé, c'était presque, tu avais dit un outil pédagogique pour tous parce que pour l'ouverture aux autres. Donc il a gagné le prix du meilleur jeu vidéo français, meilleur jeu vidéo indépendant et meilleur game design. Donc Rundisk et Focus Entertainment, bravo à eux. Donc franchement, ils ont cartonné, ouais, c'est vraiment mérité. Et le deuxième jeu qui a eu le plus de prix, je pense que tu vas kiffer aussi, Kira, meilleur jeu vidéo mobile. Au-delà du jeu vidéo, donc il y a un prix quand le jeu vidéo s'émancipe de par ses thèmes du média, et aussi l'excellence narrative. Ce jeu-là, c'est le Soldat Inconnu, Frère d'Armes. Donc tu en parlais, la semaine dernière. Donc lui aussi a eu 3 prix. Donc franchement magnifique. Donc Old Skull Game et Ubisoft Montpellier pour les développeurs éditeurs. Et après, il y a eu tout un tas de jeux qui ont eu un prix. Donc par exemple, le meilleur prix du premier jeu vidéo pour un studio qui se lance, c'est En Garde, et c'est le jeu que je parlais en introduction, que je suis en train de faire, par Fireplace Game. Le jeu est très très cool, j'en ferai une chronique tout bientôt. Le jeu m'a surpris de sa qualité, par sa qualité. Il y a eu aussi le jeu Dordogne, tu vois, on en avait parlé un peu en aquarelle. Oui, c'est ça. On m'a même beaucoup bassiné avec ce jeu qui ne me tente pas du tout. Non, écoute, je suis comme toi. Pourtant, j'aime bien les jeux indés, mais je suis pas du tout. Après, j'aimais bien la thématique après, je crois que c'était après le décès de sa grand-mère, l'héroïne retournait dans sa maison d'enfance et revivait des souvenirs. Donc c'est très beau, l'histoire a l'air touchante, mais c'est vrai qu'en termes de gameplay, moi, ça me tentait un peu moins. À tort peut-être. Attention, je l'ai pas fait, donc. Le gameplay, c'est important. Surtout dans le jeu vidéo. Teasing, browser. Ah oui, c'est vrai. Meilleur jeu vidéo étranger, il y a cette catégorie, donc Baldur's Gate, donc logique, et meilleur jeu vidéo indépendant étranger. Donc là, il me donne raison sur ce point-là. Un jeu qui a fait débat, il y a des pour et des contre, c'est Cocoon, donc qui laisse, quoi qu'il arrive, personne indifférent. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Le jeu qui divise même au sein de notre podcast. C'est vrai, mais écoute, en tout cas, il a été élu, c'est cool pour lui. Il y a eu le prix du public aussi. Après, il y a eu d'autres prix, mais je vais pas tous les citer parce que sinon, je pense que vous allez vous endormir. Mais la dernière mention était le prix du public, et c'est Assassin's Creed Mirage, donc d'Ubisoft Bordeaux. D'accord, je suis pas étonné non plus. Ça reste un jeu qui fédère et qui plaît beaucoup, ce petit retour aux sources. C'est joli cette cérémonie quand même, enfin en termes de nomination, en termes de prix et tout, c'est calqué sur les Game Awards, mais c'est made in France, et finalement ça met bien à l'honneur les petites pépites qu'il y a eu quand même dans le jeu vidéo français cette année dernière. Hein. C'est intéressant parce qu'encore une fois, ça permet de mettre en avant le jeu vidéo français. On a quand même beaucoup de talent dans notre beau pays. Et c'est vrai que les jeux actuellement ont tendance à être noyés dans la masse via la profusion de titres qui sort. Alors, regarde, le 22, on a par exemple Dragon's Dogma, Princess Peach et Rise of the Ronin.
c'est indécent, quoi. Et c'est vrai que pouvoir mettre en avant des jeux plus avec moins de budget, on pense à Chant of Scénar par exemple, et puis surtout leur remettre un prix, ça va inciter les développeurs à continuer dans cette direction. En tout cas, pour eux déjà, c'est une reconnaissance de leur travail, et puis ça leur fait aussi une publicité. Donc oui, ce genre de cérémonie est intéressante en tout cas, et surtout très pertinente à notre époque. Ouais, comme toi, moi j'y tiens, je trouve que c'est bien, et ça peut permettre, c'est aussi une vitrine pour ces développeurs qui peuvent plus facilement peut-être décrocher des budgets, des financements, des régions ou autres. Enfin, en tout cas, ça met en avant notre patrimoine vidéoludique qui est vraiment... on a une histoire en plus avec le jeu vidéo, hein, quand même. La France a fondé beaucoup de mythes de jeux cultes dans le jeu vidéo, et on reste dans cette tradition, c'est bien. Par contre, vraiment, c'est très dommage qu'elle soit disponible nulle part, même pas sur le site de la cérémonie pour en voir le replay. Enfin, ça m'a un petit peu déçu parce que j'avais envie quand même de vivre avec les développeurs cette remise des prix. Je crois que ça passait sur le Twitch de Chies de mémoire, okay. Mais je suis pas sûr. Ouais, de mémoire, je crois que c'était une des seules façons de le regarder, c'était sur Twitch, mais après oui, il n'y a pas de replay, il n'y a rien sur YouTube, et c'est dommage. Et donc les organisateurs, je ne l'ai pas dit, c'est le syndicat national du jeu vidéo. Voilà, sachez-le. De mon côté, on va parler de Prince of Persia: The Lost Crown. Donc j'avais fait le test il y a quelques temps. Donc le jeu d'Ubisoft Montpellier a annoncé un programme assez dense pour son jeu. Donc sur l'année 2024, il y a donc un premier gros DLC solo, bien sûr, narratif, qui sera prévu. Donc un DLC bien sûr payant, qui promet d'ajouter encore plus à l'histoire de Sargon. Ensuite, en plus de ce DLC payant, il y a 3 mises à jour gratuites qui seront prévues tout au long de l'année. Donc la première sera disponible en mars 2024, qui ajoute un mode speedrun, un mode permades. Excellent. Et des nouvelles tenues pour Sargon. Donc toi, c'est le genre de truc qui peut te plaire. Carrément. Donc ça s'appelle la mise à jour Warrior Path. Cohérent, tout à fait. Au printemps 2024, on a la mise à jour Boss Attack qui va ajouter le mode Boss Rush et des nouvelles tenues encore pour le personnage principal. Et pour l'été, on va avoir la mise à jour Divine Trial qui ajoute des défis et des puzzles ainsi que des nouveaux combats et de nouvelles plateformes. Donc il n'y a pas plus de détails par rapport à ça. Et ils ajoutent également de nouvelles amulettes, parce que dans le jeu, tu sais, ce que j'avais expliqué, il y avait un système d'amulettes qui permettait de donner des compétences ou des buffs à ton personnage. Donc ce qui était plutôt intéressant. Donc ce qui est cool, c'est que mine de rien, le jeu est sorti à petit prix, c'est un jeu qui a beaucoup plu et qui s'est bien vendu. Donc en plus du DLC payant, on a des mises à jour gratuites qui sont demandées, et je pense qu'un mode speedrun est très pertinent, surtout quand on voit tous les events speedrun qu'ils font pour récolter des dons. Ce jeu a totalement sa place, et en tout cas moi je suis content. En tout cas, j'ai 2 trucs à dire quand même là-dessus. Je trouve que le contenu qu'ils ont rajouté, c'est génial, c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est ce qui aurait pu, tu vois, Day One me faire passer à la caisse. Sauf que encore une fois, c'est quelque chose qui sort après coup. Donc j'aurais acheté mon jeu Day One, j'aurais pas eu toutes ces fonctionnalités qui seraient sorties après. Et moi, j'ai tendance à pas trop revenir sur les jeux que j'ai déjà finis. Donc voilà, petite frustration, mais en tout cas, le contenu qu'ils annoncent et qu'ils proposent, c'est trop cool, c'est tout ce que j'aime, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ta cam, tout à fait. Ça va peut-être être l'occasion pour toi. Du coup, oui, vraiment, c'est vraiment des éléments qui, comme je te dis, peuvent me faire passer à l'acte d'achat, parce que le boss rush, j'adore, la permades, c'est vraiment mon délire. Donc vraiment, ouais, c'est très très cool qu'ils aient fait ça. Et ça rajoute un côté un peu hardcore au jeu qui est de bon ton. Qui est déjà bien vénère apparemment. Si j'en crois ta chronique, Kira, je crois que le jeu était vénère. Ouais. Ouais, je crois que le jeu n'avait pas besoin de ça, mais bon, après. Et après, il y a des sadomaso partout. Hein. Ouais, on devrait inventer un prix du jeu qui énerve le plus, et je pense que tu l'aurais décerné à ce jeu, toi, Kira. Ouais, tu vois, le totem, ça serait une espèce de boule en latex, tu vois. Ouais, remis par Pinhead. Remis par Pinhead. Ouais, exactement. Pinhead en référence à... Hellraiser, merci. Hein. C'était pas une histoire, un mauvais jeu de mots avec la pine. Une très grande saga. Ouh là là, on se lâche là, on voit que c'est. Non, mais je préfère préciser parce que pour ceux qui connaissent pas Pinhead. Ouais. Ainsi se termine la partie news. Donc on va passer sur la partie test. Donc ça sera le test de Brother, A Tales of Two Sons. Ouais, je sais, j'ai toujours un anglais approximatif, c'est normal. Ça s'améliore. Ça s'améliore, oui, petit à petit. Déjà, je le comprends mieux à l'écrit, donc maintenant, j'arriverai peut-être à parler convenablement. Alors après, il paraît que c'est un petit charme. Hein. Quand j'étais à Londres et que je parlais anglais, il y avait toujours les gens avec le petit sourire, donc soit ils se foutaient de ma gueule, soit c'était charmant. Je partais du principe que c'était charmant, mais je peux me tromper. Vote-moi sur la première proposition. Ils se foutaient de ta gueule, je pense. Donc, je vous envoie un petit morceau de musique, et puis on attaque pour le test.
Brother, donc, je vais l'appeler Brother, ça sera plus simple. Le remake, donc c'est donc. Oui, tout à fait, surtout pour vos oreilles. Ouais. Donc c'est le remake d'un jeu sorti en 2013 sur les consoles de l'époque. Donc remake, remaster, moi je tirerais plus quand même vers un remaster qu'un remake, car il se trouve que je l'ai encore sur ma 360. C'est un jeu qui était offert pas dans le Game Pass, mais sur l'Xbox Live il y a longtemps, et je l'ai relancé pour voir. Et au final, les différences sont quand même très minimes. Donc je vois plus ça comme un remaster qu'un remake. Après, le jeu est sorti donc un petit peu après sur Switch, et ce remake en fait est calé sur cette version Switch en fait. La coop n'existant pas à l'époque, ils l'ont rajouté dans cette version là. Coop pertinente ou non, ça sera la question, je vous dirai ça pendant ma conclusion bien sûr. En tant que passionné de jeux narratifs, j'attendais avec impatience l'expérience unique promise par ce Brother. L'idée de contrôler 2 frères simultanément dans une aventure épique semblait révolutionnaire. Cependant, après plusieurs heures de jeu, je dois admettre que ma déception est quand même assez palpable, on va dire même totale. D'un point de vue technique, le jeu ne répond pas aux standards actuels. Ça encore, c'est pas un problème. Moi, je sais que ça me gêne pas. Ce qui compte pour moi, c'est une direction artistique. Graphiquement, si c'est en retrait, c'est pas gênant. Néanmoins, les textures sont souvent floues, les animations manquent de fluidité, ce qui est particulièrement visible lors des cinématiques, et ça, pour moi, certains moments devaient être des moments assez forts, et cet effet de flou et de clipping m'a un petit peu sorti de l'histoire. C'est des problèmes techniques qui nuisent à l'immersion dans un univers qui se veut pourtant captivant et riche en émotions. À côté de ça, le gameplay est centré sur la gestion simultanée des 2 frères, chacun contrôlé par un stick analogique différent sur la manette et chacun avec une gâchette également. Donc on va avoir la gâchette, on va avoir R2 et la gâchette gauche pour le grand frère et L2 et la gâchette droite pour le petit frère. Ou peut-être que j'inverse. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se joue directement manette en main en fait. Cette mécanique est au cœur de l'expérience et se veut être une métaphore de leur lien fraternel en fait. Ça, sur le papier, c'est cool. Après, la coordination des mouvements des 2 personnages reste quand même essentielle dans l'histoire. Et ils doivent souvent travailler ensemble pour résoudre des énigmes et surmonter des obstacles. Ça vient pas du joueur, t'es sûr, ou ça vient du jeu? Non, un peu les deux. Non, parce que tu vois, j'ai quand même une certaine... Autant, c'est difficile pour moi de marcher droit sans me péter la gueule, autant avec mes mains, j'arrive à faire des trucs quand même, tu vois. Voilà. Donc, par exemple, un frère peut activer un levier pendant que l'autre traverse un pont. Cette interaction constante entre les 2 frères crée une dynamique de jeu et c'est unique sur le papier. Après, paddle en main, qu'est-ce que ça donne ? Le contrôle des 2 personnages avec un seul pad se transforme rapidement en source de frustration. La coordination nécessaire pour diriger les 2 frères est plus compliquée qu'il n'y paraît, quand même. Ouais, et les erreurs de manipulation sont relativement fréquentes. Les énigmes, bien qu'intéressantes au début, deviennent répétitives et manquantes de challenge, ce qui mène à un sentiment de lassitude assez rapide. Le jeu a duré 4-5 heures, j'ai l'impression qu'il a duré 20 heures. J'ai vraiment traîné des pattes pour aller le faire parce que le gameplay est très très limité en fait. C'est vraiment... t'arrives à un endroit, t'actives un levier, tu t'accroches à un truc, tu montes une roue, va falloir que l'autre il te lance une corde. Enfin, c'est vraiment très très générique. Et quand on compare aux jeux du même créateur qui sont sortis derrière, comme It's Take-Two par exemple, ou A Way Out, où là, sur un laps de temps similaire, donc c'est-à-dire sur un jeu qui faisait entre 5 et 8 heures, on avait beaucoup plus de mécaniques différentes et de situations différentes. Là, c'est pas le cas en fait. Ces énigmes sont généralement basées sur l'environnement et nécessitent peu de réflexion sur la manière d'utiliser les capacités combinées des 2 frères. À côté de ça, on a de l'exploration qui est encouragée avec des zones cachées contenant des éléments de l'histoire ou des vues intéressantes. Il y a des beaux panoramas, on va retrouver des bancs à plusieurs endroits où on peut s'asseoir dessus et avoir un beau panorama, donc ça peut être sympa 5 minutes, mais c'est pas c'est pas un moteur, on va dire. Et les défis rencontrés sont souvent plus axés sur la furtivité et l'évitement plutôt que sur les combats directs, ce qui est plutôt cool. Les rares moments de combat sont simplistes et ne nécessitent pas de stratégie complexe. Après, on reste avec des personnages, on va dire, enfantins, mais ça nuit quand même réellement à l'intensité de ces séquences.
Ensuite, bien que le jeu soit conçu pour être joué seul, il offre également une expérience coopérative locale où chaque joueur contrôle un des deux frères. Cette option ajoute une couche de communication et de coordination entre les joueurs, mais passe à côté du concept et du propos du jeu, car encore une fois, la manette c'est le lien, les deux joueurs se jouent chacun avec un stick et chacun avec une gâchette, et je pense que de jouer à deux, en fait, avec deux personnes différentes, deux cerveaux différents, on passe à côté du concept même du jeu. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Quand j'avais vu ça arriver, tu sais, tu te rappelles, j'avais fait Bayonetta Cereza Origins, où c'était pareil, oui, je me souviens, tu contrôlais deux persos avec deux sticks différents, et en fait, ta dextérité à contrôler les deux personnages représente, comme tu l'as très bien dit, le lien entre ces deux personnages qui se tissent. Donc c'est un peu aller à contre-courant ou contre-nature de l'expérience voulue par Joseph Fares quand il a imaginé son jeu. À côté de ça, le manque réel de difficulté dans ce jeu, les ennemis et les défis sont quand même les aspects pour moi les plus décevants. Les adversaires sont peu variés, leurs schémas d'attaque sont facilement déchiffrables, ce qui enlève toute tension aux affrontements. Et de plus, l'absence de véritable système de combat rend ces rencontres encore plus anecdotiques et sans enjeu. Là où il y avait de l'enjeu, en fait, c'était justement ce gameplay en fait qui permettait d'utiliser les deux frères au bon moment d'une certaine manière et surtout se coordonner soi-même. À partir du moment où on joue à deux et qu'on a pu cette constante, c'est-à-dire ce problème de gameplay, on va dire, enfin ce problème non, parce que ça fait partie du jeu, voilà cette contrainte, et du coup on roule sur le jeu et pour moi ça devient inintéressant en fait. Donc encore une fois, si vous voulez faire ce jeu, je ne saurais que vous le conseiller de le faire en solo du coup plutôt qu'en coopération. À côté de ça, vous voyez, c'est une chronique assez courte, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Malheureusement, je vais avoir les plus et les moins. Donc les plus, c'est la direction artistique, que j'ai trouvé très très jolie. Encore une fois, graphiquement, c'est peut-être pas ouf, mais la DA est quand même superbe. Les musiques sont cool et j'ai beaucoup apprécié la fin. Je vais pas dire que j'ai versé ma larme, mais la fin reste quand même très prenante et c'est beau, c'est vrai. Est-ce qu'elle mérite à elle seule de faire le jeu ? Je ne pense pas, mais en tout cas, la fin est très belle en tout cas, bien que je m'en doutais arrivé à un certain moment du jeu. Au niveau des moins, donc j'ai noté le gameplay en fait, car encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un gameplay intéressant, certes, mais du coup, qui est ennuyeux à la longue en fait. Donc encore une fois, je pense que les 5 heures de durée de vie, c'est largement suffisant. J'ai mis les énigmes dans les moins et 0 challenge encore une fois. En conclusion, malgré son concept original et son potentiel émotionnel, Brother A Tale of Two Sons s'ouvre de défauts techniques et d'un gameplay qui ne tient pas toutes ses promesses. En tant que joueur, j'espérais une expérience plus aboutie et immersive et une réelle utilisation des mécaniques de gameplay dans les énigmes. Mais les lacunes de ce jeu m'ont empêché de pleinement apprécier le voyage des deux frères. Donc voilà, moi je ne vous le conseille pas, vous faites comme vous voulez. J'ai pas passé un excellent moment sur ce jeu, je sais que beaucoup de gens l'adorent. J'ai même une personne sur Twitter qui m'a dit « Quoi, tu n'aimes pas ce jeu, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Mais bon, en attendant, je me suis pas laissé emporter par ce jeu, j'ai pas apprécié plus que ça. Je préfère les autres jeux de Joseph Fares, qui sont pour moi plus aboutis, qui me touchent plus dans ces thématiques que ce Brother, en tout cas. C'était son premier jeu, mais... C'était son premier jeu, tout à fait. Moi, j'ai fait que le jeu, j'ai pas fait le remake, j'ai fait que le jeu original il y a quelques années. Et en fait, moi, je fais partie de ceux qui aiment ce jeu, mais c'est marrant parce que je peux te contredire sur aucun de ses défauts. Parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais ma perception du jeu a été plutôt positive. Après, moi, je crois que j'avais fini le jeu en 2 heures, 2 heures et demie. Donc je sais pas si t'es parti à la cueillette aux fraises avec tes ouais, moi je suis parti chercher les petits secrets en fait à droite à gauche en fait, parce que quand j'ai vu que c'était un jeu qui était assez court, je me suis dit je vais prendre mon temps pour que ça me dure toute la semaine. Et en fait, j'ai rushé la fin en fait. Après, tu vois, je l'ai torché le jeu. Ouais, je l'avais fait. Moi, j'avais trouvé ça très court. Après, moi, j'avais bien aimé la partie. C'est un conte, une fable, tu vois. Et ça, j'aime bien ce côté-là dans le jeu, qui a un propos assez lourd et assez dur et même cru parfois. Avec une fin, moi, qui m'a vraiment touché. Et en fait, en toute transparence, je me souviens que 2 trucs dans le jeu, c'était la partie avec les trolls, qui est quand même assez la meilleure partie, assez sympa. Ouais, assez cocasse, c'est sympa. Et la fin. La fin qui a presque occulté tout le reste, tu vois. Donc, ouais, je te dis, moi, je peux encore une fois te contredire sur rien parce que l'intégralité du gameplay repose sur cette mécanique des 2 joysticks qu'il faut réussir à coordonner et ça fait à peu près
le seul argument ludique du jeu. Les autres arguments sont plus sur la relation des frères, les thèmes abordés, le côté émotionnel. T'as parlé des musiques, elles m'avaient marqué. Je sais que dans le remake, en plus, elles ont remaster, elles ont été réorchestrées, donc ça c'est plutôt cool. Oui. Mais tu vois, c'est marrant, c'est finalement un bon cas d'école, et c'est bien qu'on en ait parlé, parce que à qualité et défaut équivalent, tu as pas apprécié le jeu et moi j'en garde un très bon souvenir. Donc tu vois, c'est quand même rigolo, tu vois, sur le principe. Après, l'histoire qu'on m'a racontée m'a beaucoup plu, c'est vrai. L'histoire, même d'ailleurs, pourrait faire un beau film ou un bel animé, en tout cas. Mais c'est manette en main que j'ai pas ressenti ce gameplay, en tout cas, transcendant. Et j'étais en train de me dire, quel est l'intérêt de sortir ce remake maintenant, en fait ? On a vu vraiment mieux dernièrement, surtout du côté de Joseph Fares, c'est clair. Il est vendu 20 €, c'est vrai, c'est pas excessif en soi. C'est typiquement le genre de jeu qui aurait pu être dans le Game Pass ou sur le PlayStation Plus, je pense. Après, voilà, c'est pas. Pour moi, c'est quand même la douche froide. Peut-être que j'en attendais beaucoup parce que c'est tout à fait le genre de jeu que j'aime beaucoup. C'est vraiment ma came en tout cas. Et voilà, c'était une déception. C'est vrai que j'ai une perception aussi moi un peu différente. Qui peut biaiser mon souvenir, c'est que c'est le premier jeu que j'ai fait de Joseph Fares, donc j'ai fait ce jeu-là, après j'ai fait It Take Two et après A Way Out. Toi tu as fait A Way Out, It Take Two et après celui-ci. Donc c'est vrai que tu peux vivre l'expérience différemment avec un sentiment d'avoir baissé en gamme entre guillemets, vraiment. Ou moi j'ai vu l'évolution, tu vois, donc c'est aussi peut-être ça. Après, ce qui est marrant aussi, c'est que toi t'es plus de la team gameplay et moins de la team narration. Moi c'est l'inverse, et au final ce qui m'a dérangé c'est le gameplay que j'ai trouvé vraiment aux fraises. Et toi c'est l'inverse. C'est qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, on est en train de changer. Non, je pense pas, parce que c'est vrai que généralement les histoires je m'en fous un peu. Et après moi je te dis, je l'ai tracé le truc. Donc franchement, si j'avais passé 5 heures dessus, peut-être que j'en aurais eu aussi assez marre comme toi. Et dans la version remake, remastered, ils ont rajouté, je crois, la version du jeu commentée par Joseph Fares. Est-ce que t'as checké ça? T'as regardé un petit peu? Oui, j'ai regardé vite fait, mais je t'avoue que j'ai pas envie d'y retourner, donc j'ai même pas été voir les bonus. D'ailleurs, un truc hyper relou, c'est que je l'ai pris sur PlayStation 5, et à chaque fois que je veux faire un screen sur la PlayStation 5, ça m'affichait le menu. Ah, c'est parce que t'appuies sur le bouton, en fait, reste appuyé sur le bouton de la DualSense et ça te prend une photo sans couper le menu. D'accord, si je l'avais su avant, j'aurais pu vous faire des beaux screens, en tout cas, parce que moi qui aime bien les modes photo, j'ai pété un câble, j'ai vu des beaux panoramas, c'est cool, pouf, appuyer sur pause, appuyer sur machin, mais non. T'appuies longtemps sur le bouton, une ou 2 secondes, et ça va te faire un screen automatique. D'accord, c'est bon à savoir, ça peut m'aider, je pense. Je dis ça parce que j'ai pesté de ouf, je sais plus sur quel jeu, j'ai regardé sur internet et j'ai vu l'astuce. Alors peut-être qu'elle marche pas avec ce jeu-là, mais en tout cas, quand tu restes appuyé longtemps, ça t'ouvre pas le menu pour faire une capture, ça te fait le screen direct. D'accord, oui, non, mais en fait, je pense que c'est ce que le jeu voulait, parce qu'à chaque fois que ça ouvrait le menu, il me mettait le jeu en pause. Donc voilà, donc je te dis, reste appuyé. De toute façon, tu vas pas retenter, hein, on est d'accord? Non. Ainsi se termine le test de Brother, donc disponible sur PlayStation, Xbox et PC bien sûr. Il coûte 20 €, que en démat pour le moment, il n'y a pas de version boîte de prévu en tout cas. Et là on est parti pour ton sujet hors sujet, donc qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, sujet hors sujet, inédit, vraiment différent des autres, parce que donc ça s'appelle Telos et c'est un podcast. Donc voilà, un podcast dans le podcast, encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est très méta, mais en même temps, quel est le meilleur endroit pour vous recommander un podcast que dans un podcast? J'imagine que vous, auditeurs, vous aimez les podcasts, donc voilà, potentiellement c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Est-ce que tu veux qu'on mette la musique d'Inception pendant que t'en parles? Non, parce que j'ai le générique officiel du podcast, je l'ai récupéré. Et pourquoi je suis allé vers ce podcast-là, c'est que c'est une recommandation auditeur, sachez-le, vous pouvez nous recommander des jeux, des BD, des films, ce que vous voulez. Et là, donc c'est Harold, un big up à lui, qui m'a conseillé ce podcast, qui est vraiment un ovni, mais dans le très très bon sens du terme. D'ailleurs, il parle un petit peu d'ovni parfois dans ce podcast. Donc à la coproduction et réalisation, il y a Morgane Sommet et Romain Maillet. C'est produit par Orson Productions, qui est une boîte de prod de publicité à la radio plutôt. D'accord. Et c'est une série audio en deux saisons avec 12 épisodes, et les épisodes durent de 15 à 20 minutes. D'accord. Donc vraiment, je préviens, c'est assez fascinant, hein. Le descriptif de ce podcast, vous allez voir, c'est très original. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la petite interlude musicale dont vous avez l'habitude, avec justement le générique de Telos.
qu'est-ce que c'est vraiment Telos ? Parce que je vous ai dit, c'est un podcast, c'est une série audio. On va passer un peu de temps sur le concept avant de parler de l'histoire, parce que je préfère décrire vraiment ce que c'est pour que vous compreniez vraiment l'intérêt de cette production. Donc un des co-créateurs, Morgan, il en parle comme d'une série audio ou d'une fiction sonore, et j'aime beaucoup le deuxième terme, le terme fiction sonore. Je la trouve assez valorisante et plutôt originale, qui fait honneur justement à l'originalité de leur podcast. Et la genèse, comment ce podcast Telos a vu le jour, et c'est assez rigolo parce que c'est une petite histoire de vie qui ressemble un peu à la nôtre. C'est deux potes qui se sont dit comme ça, ils étails en Bretagne, donc pas très loin de chez nous, en plus nous on est en Normandie, donc ce sont des voisins. Je les cite, quand ils ont imaginé comment ils se sont lancés, donc c'est peut-être la seule et unique fois de notre vie qu'on aura la chance de pouvoir réaliser un truc pareil, alors on le fait à fond, sans compromis sur la qualité et les moyens à mettre. Et ça, j'aime bien cet état d'esprit de création parce qu'encore une fois, ça renvoie un peu avec ce que l'on fait à toute proportion gardée. Ce que l'on vit, voilà, tout à toute fait, proportion gardée, parce que je reviendrai sur la partie qualité. Bon, ils nous mettent une petite gifle, mais on leur en veut pas, ils sont très forts là-dessus. Mais en tout cas, j'aime bien cet esprit de création qui fait penser à la nôtre. Et leur principe de base, le concept de leur épisode, c'était, ils voulaient faire une histoire, raconter une histoire mettant en scène un personnage qui raconte une histoire vraie, mais qui est impossible à croire. Et j'aime bien l'idée de base parce qu'elle est pleine de quiproquos, tu vois. Enfin, ça peut emmener vers plein d'histoires rigolotes. Et au fur et à mesure de la conception de leur épisode et des thèmes qu'ils ont abordés, ils se sont recentrés sur un thème que tu aimes par-dessus tout, qui est un thème qui, je pense, tu me diras, te passionne, mais... le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, exactement. Tous les épisodes ont un lien direct ou indirect avec le voyage dans le temps. Comme dans Futurman. C'est quoi ça, Futurman ? J'ai fait une chronique dessus, c'est une série que je t'ai conseillé de regarder, qui est excellente. Bah je crois que je l'ai pas regardée du coup. Ah bah bravo. Je la regarderai quand tu auras écouté Telos. Eh bah tu sais quoi, je finis le Messie de Dune, là, que je suis en train de terminer de lire, et j'attaque juste derrière. Une bonne résolution. Et donc j'irai même un peu plus loin sur ce concept de voyage dans le temps, parce que ils ont rajouté, je trouve, et c'est ça où c'est brillant, c'est qu'ils ont rajouté une notion de probable. En fait, c'est le voyage dans le temps. Quand on écoute les épisodes, il y a toujours un côté où tu te dis, mais en fait, ça existe peut-être, ça paraît réaliste. Et puis finalement, quand le voyage quand tu décortiques, après quand tu décortiques, oui, t'as ton esprit rationnel qui revient au galop. Mais à chaque fois, tu te dis, mais en fait, pourquoi pas, tu vois. Et j'ai bien aimé ça parce que c'est un traitement. C'est de la SF quand même, mais il y a ce côté où on est sur de la SF qui paraît presque, comme je dis, cohérente, quoi. D'accord. Et surtout, avec le voyage dans le temps, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut très bien dire, nous, à notre époque, toi comme moi, Kira, le voyage dans le temps n'existe pas. Ça, c'est un fait établi, enfin. Sauf que, s'il y a un voyageur du futur qui vient à notre époque, donc il est dans notre société avec nous, in fine, s'il est avec nous, c'est que le voyage dans le temps existe sans que nous le sachions. Donc, tu vois, c'est tout... Voilà, toute cette rhétorique au travers du voyage dans le temps qui est vraiment passionnante et ces épisodes en font l'exercice et c'est vraiment très cool. Donc la composante, c'est quoi des épisodes ? C'est une histoire originale par épisode en plus, j'y reviendrai, avec des acteurs très talentueux, connus même. Il y a Féodor Atkin, Xavier Béja. Grand Féodor Atkin. Oui, le grand Féodor Atkin. Donc t'imagines, il est là dans Telos. Xavier Béja, je disais, donc Dominique Daguier aussi. Et la direction, il y a des réalisateurs derrière, je les ai cités, qui drivent ces acteurs très, très talentueux, avec aussi un pan indissociable du format podcast. Comme le disait Morgan, justement, un des co-réalisateurs, c'est le sound design, qui renvoie justement aussi à des éléments de notre média préféré, le jeu vidéo. Et le sound design, en podcast, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc l'histoire. De quoi ça parle plus concrètement quand même ? Je l'ai dit, le voyage dans le temps, mais comme référence, j'avais, cette référence a évolué avec le temps au fur et à mesure des écoutes des épisodes, mais j'avais Black Mirror, évidemment, donc la série Netflix, que tu peux peut-être décrire à nos auditeurs, je sais pas, qui connaîtront pas. Tout à fait, c'est une série d'anthologie, en fait, qui parle de... En gros, ça se passe plus ou moins tout le temps à notre époque, et il change une toute petite composante pour la rendre légèrement plus futuriste, en fait, et montrer les dérives de ces choses-là.
Par exemple, il y a un épisode avec les abeilles ont disparu, donc du coup ils ont créé des petits drones abeilles robotiques en fait pour pouvoir les polliniser justement derrière. Donc ce qui peut partir sur un bon sentiment, sauf que derrière on voit les dérives que ça peut engendrer, ce genre de choses en fait. Et c'est dans 90% des cas ça finit mal, et c'est une de mes séries préférées. D'ailleurs ils viennent d'annoncer une saison 7. Et ben justement, Telos m'a fait beaucoup penser à Black Mirror. Au début au moins, parce que chaque histoire dans Black Mirror est souvent très indépendante les unes des autres, donc sur toute la saison 1, toute la saison 1 de Telos c'est comme ça. Après je dirais pas pour la suite, mais il y a des petites interconnexions qui sont en train qui se créent petit à petit, mais avec comme thème toujours la principale, vraiment, comme je l'ai dit, le voyage dans le temps. Tous les épisodes font une sorte de toile d'araignée autour de ce concept qui s'étend, donc pour être concret, on a par exemple un épisode où on a Balthus, un voyageur dans le temps prêt à tout pour empêcher la fin du monde et l'effondrement temporel. Donc ça, le scénario digne d'un épisode de Doctor Who. Ou du voyageur du futur, du visiteur du futur. L'autre exemple que je vais donner, épisode de Black Mirror en plein, c'est un richissime influenceur, mais très très riche, qui profite du voyage dans le temps pour aller dans l'époque du Jurassique et faire plaisir à ses followers. Et évidemment, c'est assez cocasse parce qu'il y a des petites histoires de dinosaures et tout. Enfin, c'est un de mes épisodes préférés. Je l'ai écouté 2 fois, j'aime beaucoup. Autre épisode que tu adoreras, celui-ci, pareil, c'est un de mes préférés. C'est une escouade de voyageurs dans le temps qui ont rien à faire de leur journée parce qu'en fait, ils sont l'ultime recours. On fait appel à eux quand... Ils sont là que s'il y a un problème. Ouais, mais en fait, s'il y a le pire des problèmes, en fait, c'est vraiment l'équipe du dernier recours. Sauf qu'à un moment, ils vont devoir agir. Et là, tu te dis, waouh, et il y a une grosse tension, un épisode très très riche. Les acteurs sont incroyables dedans. Autre épisode que j'ai adoré aussi, c'est des hommes politiques sous influence du futur, un petit peu. Enfin bref, là, je vous ai cité... Comme dans Time Cop avec Jean-Claude Van Damme. Je vous ai cité 3-4 exemples, mais c'est ultra riche. Il faut vraiment voir ça comme un univers qui est très dense et vraiment captivant. Et en plus, le voyage dans le temps, c'est ça qui permet, c'est une richesse de situation. Quand tu peux voyager dans le temps, tu peux aller partout. C'est pour ça que, encore une fois, je sais Doctor Who, c'est ma principale référence, mais tu peux aller dans le passé, dans le futur, tu peux inventer le futur que tu veux, tu peux faire de la dystopie, enfin, tu peux absolument tout faire, et c'est ça qui est génial. C'est ce qui est bien avec la science-fiction, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut, en fait. Et le voyage dans le temps fait partie de la science-fiction, et en changeant également une composante, on peut se permettre de faire une histoire totalement différente, en fait, avec, comme tu dis, dystopie, uchronie, c'est pour ça que c'est mon genre préféré de SF, en fait. Ouais, écoute, moi je suis moins SF, mais je suis plus Heroic Fantasy, mais là je t'avoue, je me suis laissé transporter, ça a marché sur moi du début à la fin. Et ce que j'ai vu en plus dans leur traitement, et en fait il y a une qualité d'écriture vraiment qui est assez grandiose, c'est pour ça que vraiment que j'ai adhéré, c'est que dans le traitement du voyage dans le temps, il dénonce des faits de société, en tout cas pas les dénoncer, mais ça met en exergue quelques dérives de notre société, comme l'influence des politiques, le tourisme un peu sensationnel des ultra-riches, comme je le disais tout à l'heure, la dérive des réseaux sociaux, la médecine, ou la recherche de marquer les livres d'histoire de l'homme. Enfin, c'est vraiment... C'est presque Telos, encore une fois, là aussi c'est d'intérêt public pour nous prévenir un peu, c'est un signal de là il y a telle dérive, et en ça, c'est très très cool, sachant que comme référence, ou en tout cas d'où leur provient cette culture de la SF, pareil, tu vas beaucoup aimer, je pense, Kira, mais La fin de l'éternité d'Asimov, donc un grand classique. Un grand classique, oui. Voici l'homme de Moorcock aussi, ou The Twilight Zone, que tu aimes beaucoup. Forcément, bien sûr, la 4e dimension. Donc c'est vraiment toute ta cam. C'est vraiment totalement ma cam, tout à fait. Donc là, j'espère que je te donne envie. Voilà, ça va, ça mousse. Donc sur la qualité, parlons-en. J'ai déjà vanté la qualité de leur podcast, mais il n'y a pas de secret. De toute façon, nous, c'est pour ça que nous aussi, on en fait un enjeu très fort, même avec nos petits moyens. Mais c'est que tout passe par la qualité et l'immersion. C'est la dernière notion que je développerai sur cette chronique. C'est vraiment... le thème, donc je l'ai dit, il donne de l'entrain, ça donne envie, mais toute la partie sonore, tellement qu'elle est carrée, après ce sont des professionnels évidemment, mais c'est hyper propre d'un point de vue qualité audio, que voilà, ça aide vraiment à l'immersion, comme je disais, c'est vraiment ça. Pour te donner un exemple concret, à un moment il y a un interrogatoire, donc t'imagines le gars qui se fait interroger dans une pièce sombre, et ses interrogateurs, si ça se dit, gravitent tout autour de lui,
sauf que le son il est spatialisé, je sais pas trop comment dire autrement. Ouais, donc t'entends le son qui... Donc quand t'entends l'interrogateur qui marche autour de la personne, toi dans ton casque t'entends que ça marche aussi. Et franchement j'y étais. Tu vois, j'ai vraiment le son il vit dans ce podcast, c'est comme ça que je l'avais noté, c'est que vraiment tu sens il est tangible, et là aussi ça renforce le sentiment que le terme abordé est tangible, est réel, réaliste, et là on est en plein dans cette immersion, et c'est là à mon sens où ils sont les meilleurs. Après c'est que mon jugement, je suis qui pour les juger, mais en tout cas c'est là où je trouve que vraiment ça fonctionne. Et dernier élément avant la conclusion, chaque épisode se termine sur un cliffhanger. Donc pareil, est-ce que Kira, tu peux décrire un petit peu ce qu'est un cliffhanger, toi qui es un cinéphile? Ça se termine sur une phase de suspense. Vont-ils vivre? Vont-ils mourir? Vont-ils se marier et avoir beaucoup d'enfants? Telle est la question. Ouais, c'est ça, il y a vraiment... il y a aussi soit cliffhanger, soit une révélation aussi, un peu à l'échelle de Jacob, par exemple. Je suis ton père. Voilà. Par exemple. Enfin, moi, c'est vraiment la fin de l'échelle de Jacob que j'adore, où tu vois... Tout le film prend une tournure différente quand tu arrives à la fin. Et il y a beaucoup d'épisodes de Telos qui ont ce petit twist qui donne envie en plus de passer sur le prochain. Donc c'est une idée brillante. Petite précision, avant la conclusion quand même. Vous avez certainement remarqué que j'étais plutôt bien au courant j'étais bien renseigné concernant ce podcast. Donc oui, parce que j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir échanger avec... Romain et Morgane, du coup, des personnes, au-delà de leur talent, ils sont très sympathiques en plus. Donc, ils ont accepté de répondre à plein de questions que je leur ai posées autour de leur podcast qui ont permis d'enrichir cette chronique, mais aussi, roulement de tambour, de nous permettre de publier une interview une interview complète de ces deux personnes disponible sur notre site web. C'est une grande première, Kira, une interview disponible sur notre site web. C'est type. C'est vrai. Cocorico, bravo. Pourquoi Cocorico, je sais pas, j'avais envie, mais bravo. Ouais, et surtout merci à eux de s'être prêtés à l'exercice. Merci, ouais. Et de nous accompagner pour cette première, du coup. Et c'était une occasion aussi de faire plaisir à notre auditeur qui nous a fait cette suggestion. Mais en tout cas, allez lire cette interview, parce que j'ai pas tout dit, évidemment. Ils décrivent leur processus créatif, il y a des anecdotes, il y a plein d'infos qu'ils donnent avec en plus beaucoup de générosité. Je donne mon épisode préféré et le leur. Enfin, il y a des petites anecdotes qui sont très très cool. Et voilà, ça enrichit, ça vous permet d'aller sur notre site web en plus. Donc, exactement. Voilà, on fait d'une pierre deux coups, nous. Et si vous recherchez des voix, on est chaud. Ouais, c'est vrai. Donc en conclusion, j'ai été bluffé, scotché, étonné, je l'ai dit, transporté par cette fiction sonore. En plus, encore une fois, j'aime beaucoup ce terme. J'aime beaucoup aussi. L'écriture est brillante. Elle monte en puissance au gré des écoutes. La réalisation, je l'ai dit, elle est exemplaire. Le jeu d'acteur, il est incroyable, avec des acteurs en plus incroyables. Donc quand j'écoutais tranquillement ce podcast dans mon TER normand, les yeux fermés, franchement, j'y étais. J'ai voyagé avec eux dans le temps et dans l'espace grâce à Telos. Donc merci à eux, et je vous recommande chaudement ce podcast, donc qui est disponible partout sur toutes les applications de podcast. Donc à la fin d'une autre, vous pouvez basculer directement sur le leur. Et en plus, il y a 2 saisons, ils en préparent une 3e, et ils ont une page Ulule. Si vous aimez et vous souhaitez contribuer à l'ascension de leur podcast, vous pouvez. Je mettrai évidemment tous les liens en description de leur podcast, de leur page Ulule et de notre interview exclusive. En tout cas, c'est un concept super original. Ça me fait penser à ce qu'on trouve sur Audible. Tu sais, ils ont aussi comme ça des fictions audio. Je sais que moi, j'en ai écouté plusieurs. Oui, t'es féru de ça, toi. Voilà, de l'univers Alien, où en gros, ça se passait après le premier Alien et avant le Aliens. Et du coup, on avait des histoires d'Hélène Ripley avec le casting officiel en plus, donc ce qui est plutôt cool. Et ça me fait beaucoup penser à ça, en tout cas, quand tu m'en parles. C'est un peu ça. En plus, ce qui est très agréable, c'est que c'est du format court. Encore une fois, le format court, on sait que c'est quelque chose qui est presque un enjeu maintenant. Donc là, 15-20 minutes l'épisode, franchement, ce serait dommage ça va vite, quoi. De passer à côté. Et j'en profite aussi pour faire un autre merci à notre webmaster que j'ai saoulé. Je le sais, je t'ai saoulé pour que tout soit disponible dans les temps, etc. Donc merci à lui. Et ils ont aussi une autre production que j'ai pas écoutée encore, qui s'appelle Jacadi. Donc je l'écouterai très certainement, là aussi disponible partout sur toutes les plateformes. Ainsi se termine la partie hors sujet. Est-ce que tu as un petit big up à faire pour le coin des auditeurs ?
Écoute, j'ai un big up. J'avais noté un big up très sympa de Florico toujours, qui nous a écrit sur Insta. Merci à toi pour ton message où il vantait la qualité audio justement. C'est pas voulu avec ce que je disais juste avant, mais en tout cas il vantait la qualité audio de notre podcast. Ça évidemment nous touche beaucoup parce que c'est beaucoup de travail et on y a mis un point d'honneur. Et aussi il adore la GameCube, console qu'on aime tous les deux. Donc voilà, c'est un gars bien, c'est clair. C'est un gars bien, tout à fait. J'avais noté des trucs, mais sans le faire exprès, j'ai effacé ma page Word avec le big up, donc ça sera la semaine prochaine. Je vais la refaire plus tard, voilà. Et il y avait un auditeur aussi qui, sur le formulaire, donc vous avez le formulaire sur notre site web pour nous écrire, qui m'a posé des questions sur comment on crée un podcast audio, etc. Donc je le dis, faut qu'on l'annonce un peu en avance. On fera une émission FAQ, encore une fois, cette année. Donc foire aux questions cet été. Donc si vous avez des questions, vous pouvez déjà nous les envoyer et petit à petit, on les notera pour cette émission. Tout à fait, donc n'hésitez pas à nous spammer de questions, plus il y en a, plus c'est drôle. Ainsi se conclut notre émission, du coup je te laisse le mot de la fin. Tu nous prépares quoi, toi, pour la semaine prochaine ? Je suis pas content. Pour la semaine prochaine, Kira, je vais vous parler d'un jeu où je suis pas content. C'est rare, parce que, comme notre temps de jeu est limité, j'essaie de jouer qu'à des trucs qui me plaisent. Et là, c'était Diablo 4. C'est pas que je suis pas content sur Diablo, mais il y a des choses à dire. Blizzard m'a un petit peu déçu, Kira. D'accord, ok. Et toi, ton HS ? Moi, je vais parler de Dune, du coup, mais ça va être un HS assez dense. Je crois que c'est même la plus grosse chronique que j'ai écrite depuis le début. Donc j'espère que t'as pas grand chose à dire sur Diablo 4, parce que ça risque d'être dense. On fera des petites actualités. Je ferai une news de moins, au pire. Voilà, on fera une news chacun, Diablo et Dune. Ouais. Voilà, j'ai envie de parler de Dune, donc je vais vous parler de Dune, le premier film de Villeneuve, et je parlerai du deuxième Dune dans 15 jours. Est-ce que tu nous feras un jeu Dune aussi ? Je pense faire un jeu Dune, et je vais aussi vous parler peut-être de vous faire un petit récap sur les livres Dune, donc à voir. Parce qu'il y a un jeu Dune aussi assez ancien sur PC qui est fabuleux. Ah, le STR ? Ouais. Ouais, en fait, j'ai connu Dune à l'époque, parce que oui, je suis vieux, j'ai connu Dune à l'époque grâce à ce STR, en fait. Ensuite, ma porte d'entrée sur Dune, c'était le film de Lynch, donc autant dire que j'étais pas prêt à l'époque. Meilleur film. Et oui. On en discutera. Oui, on en discutera. Et ensuite, j'ai connu Dune, du coup, via les livres, et puis le film de Villeneuve qui m'a donné envie de relire les livres, et ce qui fait que je repars dessus, en tout cas. Mais c'est vrai que le STR, c'était ma première porte d'entrée dans Dune, et c'est un jeu que j'aimerais bien qu'il refasse, en fait. Clairement, avec le lore de cet univers, il y a tellement moyen. Enfin bref, ça, c'est l'épisode de la semaine prochaine. On va pas l'enregistrer maintenant, ça serait dommage. Ah oui, surtout que j'ai rien écrit sur Diablo encore, donc... Ouais, donc tu vois, moi j'ai fait mes devoirs, j'ai déjà tout fini. Ouais, je vais avoir limite une semaine de repos, tu vois. Donc ainsi se conclut notre épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et ciao. À la semaine prochaine, ciao.